Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Adza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. Exactement. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Drôle de Naturo. Salut Marie. Salut Adza. Ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais, ça va. On va continuer notre petit point sur le stress qu'on a commencé en faisant un petit focus sur la phytologie, donc sur les plantes. Eh oui. Donc, pour commencer, on va vous parler des plantes adaptogènes dont on avait commencé à faire un petit topo dans le podcast sur le stress. Donc là, on va s'y attarder un petit peu plus. Avant tout, on voudrait vraiment vous préciser que dans toutes les recommandations que l'on vous donne au sujet de ces plantes, c'est important vraiment de se rappeler que c'est toujours des recommandations individuelles. Donc là, on va vous donner un petit peu les indications globales des plantes, mais qu'après, en cas de particularité, c'est quand même important de se rapprocher d'un professionnel formé ou un professionnel de santé, notamment et surtout pour toutes les personnes qui auraient un traitement médicamenteux, un problème de santé particulier, pour les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants, et puis en cas de troubles psychiques ou psychiatriques. Voilà, exactement. Les bases sont posées. Exactement. Donc, du coup, on va commencer avec les plantes adaptogènes et Adza va vous rappeler un petit peu ce qu'est une plante adaptogène. Et puis, on va commencer à vous en citer quelques-unes. C'est ça. Donc, pour rappel, les plantes adaptogènes, ce sont donc des plantes qui vont être harmonisantes et qui vont augmenter finalement la capacité de l'organisme à combattre les différents stress, quelle qu'en soit l'origine. Ça peut être des stress d'origine physique, suite par exemple à une blessure, ça peut être chimique ou ça peut être biologique. Et donc finalement, l'action des plantes adaptogènes n'est pas spécifique, c'est vraiment une action globale. Donc on va vraiment les indiquer comme on vous l'a expliqué, dans le cadre par exemple de périodes de stress, de fatigue, d'asthénie ou de périodes de convalescence après par exemple une maladie ou qu'on est en récupération. Est-ce que, Adza, tu peux nous rappeler ce qu'est l'asthénie ? Oui, pardon. Donc l'asthénie, c'est quand on a un état de fatigue générale et qui est plus important qu'une simple fatigue. Donc c'est une fatigue qui va durer longtemps et qui vraiment nous pose question. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc on est vraiment dans un état qu'on va dire asthénique. Voilà. Et si c'est quelque chose qui dure l'asthénie, il faut penser à consulter votre médecin. Exactement, pour s'assurer qu'il n'y a pas effectivement un trouble médical plus important et que ce ne serait pas uniquement lié à votre niveau de stress, par exemple. Voilà, alors on commence tout de suite avec la première plante. Vas-y, adaptogène, ma préférée, enfin je dis ma préférée parce que c'est celle que j'utilise souvent. Parce que je trouve qu'elle est simple d'utilisation et qu'en même temps elle a un effet assez large. Donc ça va être la rhodiole. Donc la rhodiole, on va l'utiliser donc en cas de stress, comme on vous l'a dit, en cas de fatigue. Elle va permettre d'augmenter la concentration et d'augmenter les fonctions cérébrales et cognitives. Elle va vraiment agir sur le psychisme et elle va permettre d'équilibrer l'humeur. Et évidemment, elle va avoir du coup aussi un effet sur le sommeil, notamment en améliorant le sommeil profond. Donc on va vraiment utiliser la rhodiole lorsque par exemple on est dans une période de surmenage intellectuel. Donc ça peut être par exemple lorsqu'on fait des études ou lorsqu'on est dans un boulot qui nous demande vraiment d'être beaucoup concentré et que du coup on utilise beaucoup nos capacités intellectuelles. Mais ça peut être aussi dans le cadre par exemple d'une préparation physique et sportive. On va passer un concours ou on a une épreuve sportive à passer pour augmenter nos capacités physiques et psychiques. La rhodiole va être magique. Donc la rhodiole, on va plutôt la prendre le matin parce que du coup, comme je disais, elle a un effet vraiment sur la concentration, sur le psychisme. Elle va nous permettre vraiment d'être plus tonique aussi. Donc on va plutôt la prendre le matin pour qu'elle ne perturbe pas le sommeil et au contraire, en fait, elle va même soutenir le sommeil comme je vous l'ai expliqué. La rhodiole, elle peut être utilisée en gélule, en décoction, puisqu'en fait, c'est plutôt la racine qu'on va utiliser, et en teinture mère. Donc d'ailleurs, à ce propos, Marie, pour ceux qui ne sauraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre une décoction et une infusion et peut-être comment on prépare ces préparations de plantes ? Alors du coup, l'infusion, c'est quand on va faire infuser la partie tendre des plantes, donc ça va être les feuilles,
les fleurs. Et on va parler de décoction quand on va utiliser plutôt la racine ou des parties qui seraient un peu plus dures en fait, racine, écorce, etc., etc. Pour préparer une infusion, vous allez utiliser de l'eau autour de 80 degrés, donc on va dire à peu près quand l'eau elle commence à frémir. Vous allez verser l'eau bouillante sur vos plantes, couvrir et laisser infuser entre 5 à 10 minutes ou plus, suivant le conseil ou la concentration de la plante. Après, il y a des plantes, plus on fait infuser, plus elles sont fortes, donc aussi au goût. La décoction, donc pour les parties les plus dures, vous prenez les plantes que vous mettez dans l'eau froide, vous portez cette eau à ébullition, vous laissez frémir à couvert 5 à 10 minutes, ensuite vous retirez du feu, vous laissez couvert et vous laissez encore infuser 10 minutes. Ensuite, vous filtrez et vous pouvez boire votre décoction. C'est ça. Moi, c'est vrai qu'avant de me former, je ne savais pas que pour faire une infusion, il fallait laisser à couvert. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le fait de couvrir, ça évite que les principes actifs, finalement, se dispatchent dans l'air, dans le... S'évapore, merci. Je trouvais plus le mot. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de couvrir. Et c'est là où, par exemple, les tasses façon théière avec le petit couvercle, c'est l'idéal. Ce qui est aussi important de savoir, notamment dans les infusions, quand vous allez les acheter en magasin ou voilà, c'est qu'il y a quand même un dosage de plantes à respecter et qu'il faut un certain nombre de grammes pour que la plante soit ce qu'on va dire appeler médicinale, enfin en tout cas qu'elle ait une action. Autrement, ça va être une plante de confort. Donc est-ce que tu peux nous préciser ça, Marie, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors du coup, pour avoir une action vraiment de la plante, on va préconiser entre 5 à 10 grammes de plantes par tasse, donc ce qui équivaut à peu près entre 1 à 2 cuillères à café. Si jamais vous voulez le faire sur une bouteille entière pour la journée par exemple, ou pour avoir plusieurs tasses d'avance, vous préparez 20 à 40 grammes par litre d'eau. Voilà, tout simplement. C'est ça. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent, les sachets d'infusion qui sont vendus en magasin, c'est plutôt des tisanes de confort parce qu'elles comprennent plutôt 0,5 à 1% de plantes, ce qui n'est pas suffisant pour avoir une action vraiment réelle. Spécifique. Exactement. Ouais. Ce sera juste agréable et ce sera bon pour le goût en fait. Exactement, tout à fait. Petite précision pour revenir sur la rhodiole. Donc la rhodiole est contre-indiquée chez les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire et chez les femmes enceintes. Voilà. Et après, comme on vous l'a dit, il faut être vigilant en cas de problématiques de santé particulières et notamment de troubles de l'humeur ou psychiatriques. Tout à fait. On va continuer du coup avec l'ashwagandha. Alors la plupart du temps, on l'utilise pour son effet équilibrant, revitalisant. C'est une plante qui est également calmante et régénérante. Elle améliore en fait l'équilibre mental. Elle permet une meilleure adaptation en fait du corps et une meilleure résistance globale de l'organisme. Elle va aider à renforcer et stimuler le système immunitaire. Elle aide aussi à la concentration et elle favorise la mémoire. Elle améliore également la qualité du sommeil et elle permet d'augmenter l'endurance et la résistance à l'effort. Elle a tout bon. Exactement. Donc du coup, mais les plantes ont beaucoup de choses à nous apporter vraiment. Donc vous allez l'utiliser du coup dans les cas de surmenage et un petit peu aussi comme la rhodiole, quand vous avez une préparation physique ou sportive, vous pouvez également utiliser l'ashwagandha. Vous pouvez l'utiliser sous forme de gélule. Elle existe aussi sous forme de poudre que vous pouvez saupoudrer, alors soit dans les plats ou dans un smoothie ou ce genre de choses. Moi, je ne l'ai jamais utilisée en poudre, donc je ne peux pas vous dire le goût que ça a. Vous pouvez la faire aussi en décoction, on utilise plutôt les racines, et en teinture mère. Elle est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes si vous avez de l'hypertension artérielle et en cas d'hémochromatose. Super. Et petite précision, l'ashwagandha est beaucoup utilisée dans la médecine ayurvédique puisque c'est une plante en fait indienne. Tout à fait. Donc moi je vais passer à l'éleutérocoque qu'on appelle aussi le ginseng de Sibérie. Et donc là c'est une plante adaptogène qui va stimuler aussi le système nerveux central et les glandes surrénales. Donc elle va aussi abaisser le taux de cortisol lorsqu'il est excessif. Donc vous l'aurez compris, quand il y a beaucoup de stress. L'éleutérocoque va aussi réguler la tension artérielle. Elle a également un effet immunostimulant. Donc c'est ce qui va permettre finalement d'augmenter notre immunité.
Et elle a aussi un effet hypoglycémiant. Donc, du coup, dans quel cas on va l'utiliser? Donc, on va l'utiliser, comme je vous l'ai dit, dans des périodes de stress ou dans des périodes d'asthénie, donc de fatigue, ou lorsqu'on est en convalescence, après, par exemple, une maladie, une longue maladie ou autre. Et aussi en prévention des affections virales. Donc, par exemple, à l'entrée de l'hiver ou autre, ça peut être bien de faire une petite cure d'éleutérocoque. Là, on va être vigilant et on ne va pas l'utiliser lorsqu'on est une femme enceinte ou allaitante, mais aussi dans le cas de l'hypertension artérielle sévère et dans le cas d'obésité et de diabète, puisque comme je vous l'ai expliqué, elle a une action hypoglycémiante. Et le l'éleutérocoque, elle peut être utilisée en gélule, en teinture mère ou en décoction, puisque c'est la racine qu'on va utiliser comme partie de la plante. Ouais, juste pour expliquer aussi un peu rapidement pourquoi on vous demande, enfin on vous dit de prendre conseil auprès d'une personne, Un enfin professionnel de santé. merci, d'un professionnel de santé. C'est parce que cette plante-là, donc en l'occurrence là on était sur l'éleutérocoque, oui elle a un effet hypoglycémiant, donc ça permet d'abaisser la glycémie, mais si vous êtes déjà en traitement pour du diabète, vous avez déjà un traitement hypoglycémiant, donc vous rajoutez de l'hypoglycémiant sur de l'hypoglycémiant et c'est pour ça que ça peut être néfaste. Alors surtout, vous arrêtez pas un traitement que vous avez en cours d'utilisation. On vous recommande de demander l'avis d'un professionnel de santé de toute façon à chaque fois et de ne pas vous automédiquer. Exactement. Alors peut-être que maintenant, on va passer à un autre type de plante. Donc là, on va clôturer les plantes adaptogènes et on va maintenant vous parler un petit peu des plantes qui agissent sur le stress et en particulier sur les troubles du sommeil qui en découlent. Tout à fait, puisque on le disait dans notre précédent épisode sur la gestion du stress, n'hésitez pas à l'écouter si ce n'est pas encore fait. Donc du coup, le stress, ça peut entraîner des troubles du sommeil. Alors, la première plante qu'on peut vous citer en cas de stress et de sommeil difficile, c'est la passiflore. Donc la passiflore, on va utiliser plutôt la fleur. C'est une plante qui est sédative, sans somnolence. Elle est calmante, elle est également antispasmodique. Donc vous pouvez l'utiliser en cas d'anxiété, de troubles du sommeil, forcément, c'est le thème. Vous pouvez l'utiliser également comme elle est antispasmodique en cas de somatisation digestive. C'est-à-dire que si jamais le stress vous occasionne des troubles digestifs, on en parlera aussi un petit peu après parce qu'il y a d'autres plantes, vous pouvez également utiliser la passiflore. La passiflore, vous pouvez l'utiliser en infusion. En teinture mère, ça se trouve aussi en poudre et après il y a d'autres formes qui existent. Ça vous les trouverez dans les herboristeries plus particulièrement et là les personnes dans l'herboristerie pourront vous conseiller plusieurs formes les mieux adaptées à vous. Exactement. Donc moi je vais passer à la valériane. Donc la valériane, c'est une plante qui est hypnotique, neurosédative. Elle est également anxiolytique et antispasmodique. Donc la valériane, elle peut être utilisée dans tout type d'insomnie et en particulier les insomnies d'endormissement. Donc la valériane, on va utiliser le rhizome. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, si on va l'utiliser en infusion ou en décoction, ce sera plutôt des décoctions. Mais il faut savoir que c'est une plante qui sent relativement fort. Alors certaines personnes, ça ne va pas les déranger, mais pour d'autres, ça va être difficile de la consommer en décoction. Donc à ce moment-là, vous pourrez l'utiliser plutôt en gélule ou en extrait de plantes standardisé pour du coup ne pas forcément ressentir l'odeur parce que ça peut être désagréable à boire. Et donc c'est une plante vraiment majeure pour le sommeil. Donc, dans les plantes qui peuvent vous aider aussi à réguler votre sommeil, enfin si vous avez des troubles du sommeil, vous avez l'aubépine, qui est une plante calmante et sédative. Elle est également régulatrice du système cardiovasculaire, elle est hypotensive, anti-arythmétique, elle est anxiolytique également. Donc vous pouvez l'utiliser dans le cas de stress, de troubles du sommeil. Si il y a des légers troubles, par exemple une légère hypertension, mais vraiment, si vous n'êtes pas sous médicaments, et il faut faire attention, il faut demander un avis médical en cas de troubles cardiaques et de bradycardie. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, l'aubépine, elle est intéressante, par exemple, quand à cause du stress, on va avoir des troubles cardiaques. C'est-à-dire, par exemple, je suis très stressée, je suis très nerveuse, et je sens que mon cœur, il s'accélère, je sens que ma tension monte, etc.
Donc là, vu qu'elle a un prisme cardiaque, bah, ça peut aider, mais pas dans le cadre d'une vraie pathologie cardiaque où là, il faut absolument l'avis médical. Voilà, exactement. Très très bonne précision d'Adza. Voilà pour l'aubépine. Donc moi, je vais vous parler maintenant de l'escoldia. Donc l'escoldia, c'est une plante qu'on va dire du sommeil et de la douleur, puisqu'en fait, elle a une action sédative, également anxiolytique, hypnotique, analgésique et antispasmodique. Donc analgésique et antispasmodique, ça veut dire qu'en gros, elle a une action sur la douleur et sur les spasmes. Donc on va utiliser l'escoldia principalement pour les réveils nocturnes, notamment les insomnies vers 3-4 heures du matin. Ça peut être aussi utilisé pour les insomnies des personnes âgées ou des femmes en ménopause. Et lorsqu'on a un sommeil qui n'est pas réparateur, et elle est aussi très intéressante pour les enfants lorsqu'il y a une énurésie, c'est-à-dire que lorsque l'enfant peut faire pipi au lit. Voilà, donc là c'était l'escoldia. Dans les plantes aussi qui peuvent être calmantes, il y a le coquelicot et la lavande qui sont toutes les deux, qui ont une action sur l'anxiété et la nervosité et qui sont très faciles d'action parce qu'elles n'ont vraiment pas de contre-indication. Donc le coquelicot et la lavande, ce sont vraiment des plantes qui vont vous permettre finalement d'apaiser le système nerveux. Tout à fait. Et aussi utilisable chez l'enfant. Exactement. Donc là, pareil, vous pouvez les faire en infusion, ça marche très bien. Et je crois que le coquelicot, c'est très bon. J'ai jamais testé. Moi non plus, mais tout le monde dit ça. Donc je les crois. En tout cas, c'est une fleur que je trouve particulièrement jolie. Donc du coup, si on passe aux plantes qui vont nous permettre d'avoir une action sur le stress et sur le système digestif, puisque le stress peut aussi entraîner des troubles digestifs, on connaît maintenant de plus en plus cet axe cerveau-intestin via le nerf vague. Donc vous allez retrouver le tilleul qui a une action anxiolytique, sédative, antispasmodique. Donc elle va avoir une action sur le système digestif et également sur la sécrétion de la bile. Donc ça va vraiment vous aider à mieux digérer. Donc vous pouvez l'utiliser, c'est le thème du jour, pour le stress, l'anxiété et également aussi dans les cas d'insomnie. On a également la mélisse. Donc la mélisse, elle est aussi antispasmodique, sédative et elle est myorelaxante. Donc c'est vraiment lorsqu'on a du stress et que du coup on va avoir par exemple des douleurs abdominales, des tensions nerveuses ou qu'on peut avoir aussi des angoisses, des troubles digestifs comme des flatulences, des ballonnements. La mélisse, elle a vraiment un très bon goût. Oui. Et moi, j'aime bien aussi la compléter avec de la verveine, faire verveine mélisse. Je trouve que c'est vraiment une tisane très intéressante, notamment pour le soir, justement, avant le coucher. Et du coup, ça va vraiment apaiser et le système nerveux et le système digestif. Donc maintenant, Marie va nous parler des plantes qui ont un effet sur le stress, mais avec un prisme peut-être un peu plus antidépressif. Tout à fait. Alors vous allez retrouver dans les plantes qui ont un prisme plutôt antidépressif la griffonia. Elle va également être anxiolytique. Elle a une action aussi sur les insomnies, sur les troubles de l'endormissement, sur les insomnies qui sont plutôt précoces. Et elle peut être utilisée aussi en traitement de fond pour la migraine. Donc vous pouvez aussi l'utiliser pour tout ce qui est un peu irritabilité, agressivité et quand vous avez des grignotages, des envies de grignotage et notamment sur le petit grignotage en fin de journée. Alors la griffonia, elle peut être intéressante à prendre justement avec la collation. C'est pas pour rien que je présente cette plante, je crois. T'aimes trop la collation. Ouais, c'est ça. Donc du coup, vous la prenez aux alentours de 16-17 heures. Elle est très très concentrée, la griffonia. Alors c'est les graines qui sont utilisées, qui contiennent du 5-HTP. C'est en fait une molécule qui est précurseur de la sérotonine. Et la sérotonine va vous permettre de sécréter la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de la consommer vers 16-17 heures au goûter pour avoir une facilité d'endormissement. Voilà, et elle agit aussi, comme je vous le disais, sur les compulsions sucrées de fin de journée. Il faut avoir une attention particulière si vous êtes une femme enceinte allaitante, s'il y a un cancer de l'intestin grêle ou des troubles psychologiques, également la prise de la pilule. Dans tous ces cas, ça va être contre-indiqué et on va demander un avis médical. C'est ça, pour rester dans cette thématique justement des plantes antidépressives et pour lesquelles il faut être très vigilant d'un point de vue médical, moi je vais vous parler de la millepertuis.
Donc la millepertuis, c'est une plante vraiment antidépressive et anxiolytique. Donc on va l'utiliser vraiment dans le cadre d'une humeur triste, une humeur dépressive, lorsqu'on perd un petit peu la motivation, ou par exemple dans un syndrome psychique au moment de la périménopause. Et la millepertuis, elle va vraiment augmenter l'effet des plantes sédatives. Donc, c'est-à-dire que quand on va prendre de la millepertuis, toutes les plantes qu'on vous a citées tout à l'heure pour aider à l'endormissement vont avoir un effet qui va être augmenté. Par contre, la millepertuis, il faut vraiment être très très vigilant parce qu'il y a de nombreuses interactions médicamenteuses. Elle peut vraiment annuler l'effet des traitements que vous prenez. Donc à partir du moment où vous avez un traitement, y compris une contraception, donc par exemple une pilule hormonale, il faut absolument un avis médical parce que en fait ça peut annuler l'effet de votre traitement. Donc par exemple pour quelqu'un qui ne désirerait pas une grossesse et qui prendrait du millepertuis, ce serait dommage de tomber enceinte. Donc voilà, c'est une plante qui est très efficace, mais pour lequel il faut être très vigilant et demander absolument un avis médical en cas de traitement. Voilà. Et j'ai envie de faire un mini focus sur une plante qu'on retrouve en bourgeon, qui est le figuier, qui a vraiment une action sur l'axe intestin-cerveau dont je parlais tout à l'heure. Et vous pouvez aussi l'associer du coup avec le tilleul. Et là, vous avez vraiment une très très belle synergie de bourgeons qui va vous aider à mieux gérer le stress. Ouais, la gémothérapie, c'est top aussi. Super. Bon, on vous a fait un petit peu le tour des plantes qui nous semblaient intéressantes dans le cadre justement de la gestion du stress pour mieux le vivre et aussi pour avoir un sommeil plus serein et réparateur. Tout à fait. Et donc du coup, que vous pouvez coupler cette petite infusion du soir avec une petite lecture pour favoriser l'endormissement et pour vous octroyer un petit moment rien que pour vous, qui va aussi jouer sur la détente et donc la gestion du stress en fait. C'est ça, finalement, de créer un rituel autour du sommeil aussi, c'est hyper intéressant. Et cette infusion, cette tisane peut en faire partie, donc je suis entièrement d'accord. Merci Marie. Merci Adza, on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt pour un nouvel épisode. Bye. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt.